Bien, bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ceux qui sont nos plus fidèles auditeurs et puis de vous proposer donc ce nouveau webinaire en partenariat avec les stations de Valloires, Valmeinier et Aurel de notre territoire. À la Comcom Maurienne-Galibier, on déploie une politique immobilière de loisirs qui a pour objectif de fournir aux hébergeurs et aux propriétaires des outils, des accompagnements, des tips, comme on dit aujourd'hui, des trucs et astuces pour les aider dans leur rôle d'hébergeur. Mais leur rôle d'hébergeur est fondamental pour chez nous parce que c'est euh, l'activité majeure de notre économie. Et pour le dire de manière très rapide, pas de lit touristique, pas d'accueil, pas de tourisme et donc pas d'économie de notre territoire. Vous êtes donc des acteurs incontournables et pour ça, on a déployé toute une palette d'outils que vous retrouverez à la fois sur notre site internet Le Refuge du Loueur. Thomas, tu en diras deux mots tout à l'heure. Et puis, si vous êtes un peu moins numérique que papier, des guides complets à l'usage des propriétaires et hébergeurs sont disponibles dans vos agences immobilières, dans vos centrales de réservation, à l'office de tourisme de vos stations ou dans vos mairies. N'hésitez pas à y aller, tout est recensé là-bas. Aujourd'hui, on parle de sujets techniques et pour ça, on a deux invités spécifiques. La loi Le Meur, qui a fait partie d'une série de chamboulements autour de l'activité touristique et locative ces derniers mois. Elle vient un peu modifier les conditions d'exercice de votre activité d'hébergeur touristique. Et l'objectif de ce webinaire, un petit peu moins d'une heure, c'est de vous aider à décrypter les conséquences et de vous accompagner dans les adaptations qu'elle va forcément nécessiter pour vous au quotidien. On vous propose donc l'intervention de deux experts, Dimitri Boujard, qui est avocat expert, et puis Elisabeth Rambaud, que certains d'entre vous connaissent certainement et qui dirige une agence immobilière sur Valloires et Valmeinier. J'en dis pas plus. Merci Thomas Mongrandi, partenaire FASB de la communauté de communes pour l'organisation de ces webinaires. Je te laisse la parole pour parler en deux mots du refuge du loueur et puis de nos intervenants. Merci Anne pour cette introduction. Donc Thomas Mongrandi, je suis le gérant de la société FASB. FASB, c'est à la fois une solution clé en main de rénovation pour les propriétaires de locations saisonnières et de résidences secondaires, mais on fournit aussi une solution qui s'appelle le refuge du loueur à certaines destinations touristiques, donc notamment la communauté de communes de Maurienne-Galibier. Le refuge du loueur, c'est quoi? C'est un site internet à disposition des propriétaires de ces destinations. Donc, typiquement, pour la communauté de communes de Maurienne-Galibier, vous devez voir mon écran. En tant que propriétaire, vous pouvez vous inscrire et vous avez accès à un certain nombre d'outils pour vous permettre de faciliter la gestion de votre bien. Donc, il y a à la fois une actualité avec une newsletter qui est envoyé tous les mois avec plusieurs articles autour du sujet de la location saisonnière, autour du thème voilà, des avant-après, trouver les bons artisans, comment améliorer l'accueil, tout ça. Un annuaire des professionnels pour vos besoins en termes d'intervention, de rénovation, de mise en location. Voilà, tous les professionnels qui sont inscrits sur le site et qui peuvent vous aider. Les web TV avec des événements qui sont organisés 4 par an et plus les replays des anciens événements sur des sujets qui vous concernent. Une assistance de vie travaux qui doit vous permettre de vous aider à trouver facilement des artisans pour des petits projets de rénovation de vos hébergements et faciliter l'amélioration du parc. Une rubrique documents utiles, taxes de séjour, enfin tout ce qui peut vous permettre justement à faciliter la gestion de votre bien. Et également une formation au geste de l'accueil durable proposée par Essentiem et WeGo Greener qui vous permet de trouver des accueils, des astuces pratiques pour limiter l'empreinte de votre hébergement. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas sur le site Le Refuge du Loueur. On pourra envoyer un lien dans le chat pour vous inscrire en tant que propriétaire. Donc, pour pas faire de redite, comme le disait Anne, on accueille aujourd'hui donc Dimitri et Elisabeth pour parler de la loi Le Meur et de ses implications, notamment avec
au niveau de la loi et avec des applications, enfin, avec les impacts qu'on peut voir au niveau du territoire, donc de Maurienne-Galibier, donc Valoir-Valmeilly. Merci Dimitri. Dimitri, donc vous êtes l'avocat investisseur, très présent sur les réseaux, référence un peu dans la matière du sujet de l'investissement locatif. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez, Dimitri, nous donner un peu le contexte d'évolution et les grandes applications de la loi Le Meur? Est-ce que c'est vraiment une loi anti-Airbnb et quels sont les grands axes qui ont été mis en place autour de cette loi, justement? Bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis maintenant 25 ans. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises profiter de la station de Valloire, que j'aime particulièrement, qui est une station vraiment très agréable. Donc, je suis ravi d'être avec vous tous aujourd'hui, notamment à ce titre. Et puis, je suis présent sur les réseaux. Je commercialise un podcast pour investisseurs immobiliers qui s'appelle Le droit d'investir. Là, la location courte durée m'intéresse particulièrement parce que j'estime que c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je ne la mets pas en opposition, contrairement à un certain nombre de personnes, par rapport à l'hôtellerie, parce que je considère pour ma part que la location meublée en courte durée constitue une offre complémentaire de celle de l'hôtellerie. Et je suis toujours un petit peu peiné de voir qu'il y a autant d'acrimonie vis-à-vis des loueurs en courte durée. J'ai coutume de dire qu'il est rare qu'une famille de 5 ou 6 personnes loue une chambre d'hôtel pour aller séjourner. Et donc, il y a des communautés, de la même façon, il n'y a pas de cuisine dans une chambre d'hôtel. Donc, moi, je trouve qu'il y a deux offres tout à fait complémentaires. Airbnb, puisqu'on appelle ça Airbnb, hein, c'est passé dans le langage courant maintenant. Airbnb étant, je le rappelle, juste une marque, au même titre que Booking ou Abritel. Donc, on a coutume de dénommer la location courte durée sous le terme Airbnb. Moi, j'appelle ça plus prosaïquement location courte durée, LCD. On adore les acronymes en droit immobilier et en fiscalité immobilière. Et donc, la LCD regroupe tous les types de location. Là, on est typiquement sur vos territoires sur la location meublée touristique. Et c'est quand même le tissu de l'activité économique. Il y a eu une explosion de l'offre de location meublée courte durée qui entraîne inévitablement une réglementation toujours plus abondante, puisqu'on avait quand même en droit immobilier des règles de base et on a maintenant une réglementation spécifique suite à l'adoption de la loi dite Le Meur, qui correspond au nom de la députée qui l'a largement portée, hein. Alors, elle n'était pas toute seule, hein, elle était rejointe par des députés. Ils ont appelé ça une loi transpartisane parce que presque tout le monde était d'accord pour voter cette loi. Cela dit, il y a désormais un cadre encore plus précis qui est constitué par cette loi Le Meur. Alors, on va revenir sur les principales mesures de cette loi. J'ai déjà eu l'occasion dans mes propres contenus d'en parler assez largement. Cela dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a pas mal de conséquences, mais que cette loi ne signe absolument pas l'arrêt de la location courte durée. Donc, rassurez-vous déjà, ça, tout va bien. Je pense qu'il ne faut pas, vous savez que sur Internet, on a tendance, pour faire cliquer les gens, à mettre des titres un peu accrocheurs, pour rester poli. Mais ne croyez pas tout ça, d'accord? Cette loi vient un petit peu plus réglementer la location meublée en courte durée, mais ce n'est absolument pas une loi littéralement anti-Airbnb. Pourquoi? Elle vient uniformiser déjà certaines règles. Par exemple, l'obligation de déclarer la location meublée en courte durée auprès d'un organisme qui va délivrer un numéro d'enregistrement. Jusqu'à présent, c'était quand même très disparate. Vous deviez obtenir ce numéro dans certaines communes, vous ne deviez pas l'obtenir dans d'autres. Bref, c'était quand même globalement le bazar, il faut bien le dire. Et je pense que pour le coup, c'est une bonne mesure, à condition évidemment qu'on ait une mise en place qui ne s'accompagne pas d'une obligation de fournir une pile de documents énorme. D'accord? On est quand même à l'ère numérique et on peut espérer que l'organisme centralisateur ne va pas exiger, encore une fois, une liste de documents absolument dingue. Cela dit, donc, obtenir un numéro unique d'enregistrement, ça va permettre de mieux connaître
les chiffres de la location meublée courte durée, ce qui est une bonne chose, hein. Pour l'instant, on a quand même des chiffres assez fantaisistes qui circulent. D'accord? Donc ça, c'est bien. Maintenant, côté concret, on a plusieurs mesures qui impactent et notamment qui vont avoir un fort impact sur les locations meublées dans les stations touristiques et les stations de montagne. On a par exemple l'application désormais du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Et ça pendait au nez des loueurs meublés en courte durée depuis à peu près 2 ans, puisqu'un précédent ministre l'avait évoqué. Et comme vous le savez, il n'y a pas eu vraiment de continuité dans le choix des ministres sur le logement. À un moment, on n'en avait même pas. Et donc, le DPE, ça y est, là, pour le coup, c'est voté. Ça veut dire que concrètement, il y a une sorte d'alignement sur les règles du DPE pour les locations classiques en longue durée et que pour pouvoir louer maintenant vos locations meublées de courte durée, vous allez devoir faire des travaux de façon à améliorer la note de performance énergétique de vos logements. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais là, en station de montagne, quand même, c'est un parc souvent assez vieux et tous les propriétaires n'ont pas les moyens de faire des travaux et parfois, il y a des travaux qui vont devoir être faits par la copropriété elle-même. Et là, on rentre sur des complications quand il y a certains propriétaires qui ne sont pas d'accord pour voter, donc qui sont OK, d'autres qui ne sont pas d'accord pour le principe, d'autres qui ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bref, pas mal de complications. La bonne nouvelle dans tout ça, et là, du coup, ça rejoint largement la bonne volonté des autorités, c'est que la règle sur le DPE ne va devenir bloquante pour pouvoir louer qu'à partir du moment où la commune va exiger la production d'un DPE avec une bonne note, si j'ose dire, pour délivrer une autorisation de changement d'usage. En gros, les cartes sont dans les mains de la commune. Ce qui veut dire que pour les communes de montagne qui disent ouais, c'est peut-être quand même un petit peu sévère d'imposer à nos propriétaires d'être d'un seul coup là. Alors c'est vrai que on l'avait vu venir, hein, disons que la loi Le Meur, on l'avait vu venir, surtout les règles globales sur le DPE, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Donc il y a des propriétaires qui n'ont pas anticipé. Mais il y en a d'autres aussi qui n'avaient pas les moyens. C'est totalement différent. Moi, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il faut être nuancé dans ce domaine. Et sur ce fameux DPE, on peut penser qu'il y aura des aménagements et que les communes qui, notamment, ont besoin du tourisme pour l'économie locale, vont pas se mettre à dire hey, oh, là, on vous interdit de louer parce que votre DPE n'a pas la bonne note. Et comme je l'ai dit, ce pouvoir a été dévolu par la loi Le Meur aux mairies. Donc là, c'est vraiment aux mairies, aux offices du tourisme, aux organisations professionnelles et aux loueurs de tous se concerter pour mettre en place peut-être des mesures de transition. euh, et encore une fois, l'imposition maintenant d'avoir une bonne note du DPE, je pense, va pas poser une difficulté insurmontable dans les stations de montagne parce que justement, les acteurs locaux sont beaucoup plus conscients de la nécessité d'avoir du tourisme. Évidemment, si vous prenez l'application du DPE à Paris, par exemple, puisque moi, je suis avocat en région parisienne, là, vous avez d'autres questions beaucoup plus idéologiques où la mairie de Paris va pouvoir, enfin, la mairie de Paris n'accorde plus d'autorisation de changement d'usage. Donc, comme ça, le problème est réglé. Mais disons que dans d'autres communes où il y a des questions un peu différentes, un peu plus idéologiques, ils vont pouvoir se saisir de l'imposition d'avoir une bonne note sur le DPE pour dire, eh, dis donc, vous êtes mal noté, donc nous, on ne vous délivre pas l'autorisation de changement d'usage. D'accord? Mais je pense que cette première question dans les stations de montagne ne va pas poser de difficultés insurmontables en raison, a priori, de la bonne volonté des mairies qui vont quand même pas se tirer une balle dans le pied. Je trouverais ça un peu étonnant. D'accord? Donc, on a un calendrier qui va être à peu près le même que celui pour les locations classiques. Et donc, là, normalement, sont interdits à la location, même de courte durée, les logements classés en G. Donc, j'ignore les statistiques des notes dans les locations de montagne. Je dois dire que je n'ai pas cette info, mais je sais que globalement, ont été concernés à peu près 650 000 logements là, au 1er janvier 2025 sur la note G. Ensuite, en 2028, seront interdits à la location les logements classés en F. Et ensuite, en 2034, seront interdits à la location les logements classés en E. Bon.
Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais en fait, est-ce qu'on est bien sûr que le calendrier soit maintenu? Certains ont cru pouvoir tabler sur le fait que ça arrivait et que ça allait faire sortir beaucoup de logements du parc et qu'ils allaient assouplir le calendrier. Ça n'a pas été le cas. Donc j'invite les propriétaires immobiliers à être prudents et à pas tirer de plan sur la comète et à se dire: «A priori, il va falloir respecter le calendrier». D'accord? Moi, j'ai un excellent diagnostiqueur qui m'avait dit: «Dimitri, le calendrier ne sera pas modifié malgré les déclarations de telle ou telle personne publique, heu, parce que le calendrier est quelque part imposé au niveau de l'Union européenne». Donc quand c'est comme ça, bah, nous, on n'a plus la main pour modifier ce genre de choses. Alors, il y avait une loi intéressante qui devait être votée avec des mesures transitoires, notamment pour les baux en cours. Alors, ça ne concernait pas spécifiquement la location meublée en courte durée, mais il y avait aussi des dispositions intéressantes sur les copropriétés dans lesquelles des propriétaires démontreraient qu'ils ont mis en œuvre toutes les mesures possibles pour obtenir une meilleure note, mais qu'ils ont été dans l'impossibilité d'obtenir cette meilleure note. Alors, il y a des raisons matérielles, hein, bien souvent. Et il faut savoir que les règles du DPE sont assez complexes. Moi, je ne suis pas un technicien du DPE, mais j'ai la chance d'avoir, comme je le disais, un excellent diagnostiqueur. Et il m'a, par exemple, montré récemment à l'occasion d'un DPE, j'étais dans le logement en même temps qu'il faisait son intervention, que les préconisations automatiques du logiciel disaient qu'il fallait tel ou tel type de chauffe-eau ou de ballon d'eau chaude ou une PAC, etc. Alors que matériellement, il lui suffisait de regarder le logement pour voir que c'était impossible à mettre en œuvre. Mais parfois, les diagnostiqueurs eux-mêmes n'ont pas le choix dans les préconisations. C'est fait en haut lieu par des gens qui n'ont pas forcément les mains dans le cambouis et qui disent tiens, on va dire qu'il faut ça comme préconisation, alors que ce n'est pas applicable en pratique. Donc, on a énormément de problématiques pratiques et pas uniquement de problématiques juridiques. Si j'en reviens à mon domaine d'expertise, le juridique, le DPE est là, il va rester et vous devez d'ores et déjà vous préparer à faire des travaux dans les logements quand vous le pouvez. D'accord? En bonne concertation et en bonne intelligence avec les pouvoirs publics. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister parce qu'il y a encore énormément de gens qui sont perdus sur ces questions de DPE. OK? Et il y en a plein qui croient encore qu'ils peuvent y échapper. Non, ça y est, c'est voté. Bon, alors, on a vu le numéro d'enregistrement, OK, on a vu le DPE. On a une règle et qui est très largement incomprise. Alors, je pense que les personnes qui assistent au webinaire, là, pour le coup, la comprennent mieux. C'est la règle des 120 jours sur les résidences principales. J'ai encore trop de gens qui croient que les 120 jours s'appliquent partout, y compris sur les résidences secondaires, etc. Donc, la règle est simple. Si vous êtes vous-même propriétaire en montagne et que vous louez votre résidence principale, vous pouvez la louer jusqu'à 120 jours par an sans avoir besoin d'obtenir une autorisation de changement d'usage. Alors, après, il faut prendre la règle à l'envers. En réalité, je doute qu'il y ait des règles contraignantes dans beaucoup de stations de sport d'hiver pour l'instant, dans beaucoup de communes montagnardes pour l'instant. Et cette règle doit être plutôt comprise comme une possibilité de louer jusqu'à 120 jours par an sa résidence principale dans les villes qui auraient mis par ailleurs des règles contraignantes comme la nécessité d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. D'accord? En réalité, c'est une largesse qui est accordée. Alors, pourquoi je parle de cette règle des 120 jours? Parce que la commune va pouvoir, si elle le souhaite, réduire la durée des 120 jours à 90 jours. Bon, alors, très sincèrement, je ne vois pas à quoi sert cette règle. Je vous le dis, mais elle existe. Et encore une fois, je doute que des communes comme Valloire ou Valmenier ou d'autres d'autres communes de montagne soient tentées par une délibération au conseil municipal, hein, puisque là, encore une fois, ce pouvoir a été délégué aux mairies. Donc, c'est du cas par cas. Et je ne vois pas pourquoi ces communes décideraient tout à coup de réduire de 120 jours à 90 jours la possibilité pour les propriétaires de louer leur logement. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est anti-économique, donc c'est une perte de revenus pour les propriétaires locaux. Je ne vois pas l'intérêt de les empêcher de gagner de l'argent. En plus, c'est des locaux par hypothèse, s'ils sont propriétaires et que c'est leur résidence principale. Quand on n'a vraiment pas intérêt à empêcher les gens de gagner de l'argent qu'ils vont ensuite dépenser localement. Et puis, ça fait revenir 0 logement sur le marché locatif. Bon, donc là, pour le coup, je ne comprends pas l'intérêt de cette mesure. Il faut savoir que cette loi Le Meur, l'objectif principal, c'est de réduire globalement
les possibilités de location pour faire revenir de logements dans le parc locatif classique à l'année. OK? Donc ça, c'était quand même un des objectifs affichés. Là, vous le comprenez, cette réduction de 120 jours à 90 jours ne peut pas contribuer à cet objectif, puisque qu'on loue 120 jours ou 90 jours sa résidence principale, ça reste la résidence principale de l'intéressé et ce n'est pas un logement qui revient sur le marché locatif classique. Donc, je voulais en parler quand même pour que les gens comprennent bien que finalement, cette mesure-là va pas tellement concerner énormément de monde, à part quelques communes qui prennent ça comme une mesure un peu punitive contre les loueurs en meublé. Autre règle qui, elle, peut être importante, mais finalement, vous allez voir qu'au bout de mon exposé, vous direz, bon, bah, la loi Le Meur, finalement, dans nos communes, va pas tellement nous impacter. Autre mesure qui pourrait être plus embêtante, c'est la mesure sur l'interdiction de faire de la location courte durée dans un règlement de copropriété. Bon, jusqu'à présent, dans la plupart des règlements de copropriété, pour pouvoir interdire la location meublée en courte durée, il fallait que la mesure soit votée à l'unanimité. Désormais, dans les zones tendues, cette mesure pourrait être votée à une majorité des 2/3 des voix. Donc 2/3 des votes et, si je ne dis pas de bêtises, 2/3 des personnes présentes à l'Assemblée. Là, il faudrait vérifier la règle des 2/3. Mais en tout état de cause, là encore, c'est une possibilité élargie qui est donnée pour une assemblée, pour un syndicat de copropriétaires de voter une mesure anti-Airbnb. Mais je doute que dans la plupart des copropriétés de montagne où il y a énormément de locations touristiques, il y a beaucoup de gens qui soient tentés d'interdire la location touristique, justement. Je ne connais pas le taux de proportion dans les grands ensembles immobiliers montagnards de propriétaires occupants et de propriétaires bailleurs. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Je pose la question à tout hasard. Globalement, il y en a qui existent, mais on sait que, alors je prends des stations, ce qu'on appelle stations ex nihilo ou stations typiques de ski, on est quand même déjà sur 80% de résidences secondaires en moyenne, dans la grande moyenne. Voilà. Donc après, évidemment, il ne faut pas mélanger station et commune. C'est pas du tout la même chose, ne serait-ce qu'entre Valloires et Valménier, voilà, ou Saint-Michel-de-Maurienne. Mais effectivement, prenons le cas des stations qui nous intéressent aujourd'hui, c'est 80% de résidences secondaires. Voilà, donc il est Et peu beaucoup sont probable. des résidences de tourisme aussi. Les résidences Voilà. de tourisme, les règlements de copropriété prévoient déjà cette subtilité pour les locations. Merci pour cette C'est précision. les anciens règlements de copropriété qui posent problème aujourd'hui. Voilà, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Il y a encore quand même pas mal d'anciens règlements de copropriété rédigés à une époque où tout ça n'existait pas, enfin pas Airbnb, puisque clairement ce qui est dans le collimateur, c'est la vision qu'ont certaines personnes d'Airbnb. Okay, et modifier le règlement de copropriété nécessite un vote en AG, comme vous le disiez justement, Dimitri, tout à l'heure. Et quelquefois, il y a des copros qui refusent. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Quand on voit le coût d'un règlement de copropriété à modifier. Et les c'est délais. Un peu problème aussi. Et En les plus. délais. C'est ça. Voilà, donc tout ça n'est pas simple. C'est pour ça que je dis pas de panique à bord. C'est pas parce qu'on assouplit un petit peu la possibilité d'interdire la location meublée en courte durée que ça va impacter beaucoup d'entre vous. En tout cas, je ne le crois pas. D'accord. En revanche, on a la loi Le Meur, donc avec un certain nombre de dispositions, et il faut me faire signe, hein, Thomas, quand il faudra que je laisse la parole à Elisabeth, parce que en tant qu'avocat, j'ai le tort d'être peut-être un peu parfois bavard sur tous ces sujets. En revanche, 5 minutes à peu près. Ok, encore 5 minutes. En revanche, vous allez avoir une nouvelle problématique qui, elle, va être plus liée à la modification un peu subtile qui a été opérée par les changements des critères de la para-hôtellerie. Donc là, on aura d'autres problématiques, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, parce que la modification des critères de la para-hôtellerie pour les personnes qui feraient des locations inférieures pour des séjours de moins d'une semaine, donc, vous allez cocher plus facilement les critères de la para-hôtellerie. Et vous qui étiez loueur en meublé avec une activité civile, si vous passez sous un statut de para-hôtelier, vous allez vous retrouver donc à exercer une activité potentiellement commerciale qui elle-même va entraîner des problèmes supplémentaires en ce qui concerne le psychodrame actuel du seuil de TVA, puisque la para-hôtellerie, pour le coup,
est une activité soumise à la TVA, contrairement à la location meublée de courte durée classique, qui est une activité civile qui n'est pas soumise à TVA. D'accord? Donc là, nous, on fait un focus loi Le Meur aujourd'hui, aspect juridique. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'aborder aussi les aspects fiscaux. Simplement, j'attire aussi votre attention quand même que cette loi Le Meur a eu un impact fiscal et que pour les personnes qui étaient en micro BIC sur de la location meublée non classée, le seuil a été abaissé drastiquement, puisque maintenant, vous ne pourrez rester en micro BIC que jusqu'à concurrence de 15 000 € si vos logements ne sont pas classés. Ça reste sur un seuil beaucoup plus élevé si vos logements sont classés. Donc, attention, faites bien attention à ça, parce que potentiellement, dès que si vous avez plusieurs logements et que vous dépassez 15 000 € par an, vous allez devoir passer au réel. Donc, c'est plus du tout la même chose, hein. Les règles, vous allez devoir prendre un expert comptable alors, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être intéressant, pour d'autres, ça le sera moins. Donc, j'attire votre attention parce que ces dispositions des seuils fiscaux sont incluses dans la loi Le Meur et sont des dispositions qui s'appliquent au 1er janvier 2025. Voilà. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'entrer dans l'ensemble des autres détails de la loi. Il y a eu aussi une modification, une possibilité pour des nouvelles constructions dans certaines zones d'imposer que le permis de construire soit déposé pour de l'habitation principale. J'avoue que parfois, je me perds un peu dans tout ça. On a des dispositions un petit peu baroques, du style, si vous louez à un voyageur un logement insalubre ou indécent, la loi Le Meur prévoit l'obligation de rembourser le voyageur. Alors déjà, il faudrait quand même être un peu bizarre pour louer à des voyageurs un logement insalubre. OK. Mais bon, il y a peut-être des filous qui font encore ça. Les marchands de sommeil. Des marchands de sommeil. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de marchands de sommeil dans vos territoires. Pas sur nos territoires. Non, pas sur vos territoires. Et puis en plus, vous allez rembourser. Alors déjà, qui va contrôler tout ça? Et puis en plus, comment on va faire pour rembourser le voyageur qui a séjourné une semaine et qui vient des États-Unis ou du Japon? Enfin bref, des dispositions qui, à mon avis, sont des dispositions un peu cosmétiques qui n'auront pas de réelle portée. Voilà. Dernier point, attention aussi pour toutes les personnes qui opéreraient tout ça via des intermédiaires. Dans les communes, puisque là on est sur les communes de montagne, oui, mais dans les communes où il y aurait des autorisations de changement d'usage ou d'autres dispositions contraignantes, pour certaines infractions, on a retenu maintenant la possibilité d'obtenir une condamnation à des peines d'amende pour les personnes qui aideraient ou qui concourraient à l'infraction. Et ça vise principalement les conciergeries. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont la casquette loueur et la casquette conciergerie, je vous invite évidemment à vous renseigner plus précisément sur le rôle et la responsabilité accrue des conciergeries. Et conciergerie, je vais passer la parole à Elisabeth, donc il y a une agence immobilière qui a donc sans doute un rôle de conciergerie. Moi, je distingue entre les conciergeries sans carte G, qui ont des activités de prestation de services, et les conciergeries avec carte G, qui en réalité pour moi sont des agences immobilières qui ont une activité de conciergerie. C'est ça. Bonjour à tous, Elisabeth Rambaud, je suis gérante de Rambaud Immobilier sur Valloire et Valmeinier. On a également une agence en Bas-de-Vallée pour tout ce qui est les locations classiques, comme disait Dimitri tout à l'heure. Donc effectivement, l'impact du DPE que tout le monde connaît et qu'on a relaté juste avant, impacte particulièrement nos stations de ski, puisque nous louons essentiellement en location de courte durée avec des passerelles. Les passerelles auxquelles on risque d'être amené si Airbnb, Abritel et compagnie nous imposent le DPE, le fournir du moins. Le problème, c'est que dans quel délai on va nous le demander, et si on nous le demande, on ne sera pas dans capacité de le fournir là, dans peut-être même l'année qui suit, parce que compte tenu des petits problèmes évoqués juste avant, le problème, c'est isoler les immeubles en passant par le vote de copropriété. Et avant de faire les travaux, ça sous-entend pour les syndics remplir une cagnotte. Et remplir une cagnotte en copropriété, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En général, isoler un immeuble et faire ce qu'on appelle un audit énergétique complet d'une copropriété avec un plan pluriannuel qui est voté, ça nécessite pratiquement entre 2 à 5 ans de placement avant de commencer les travaux. C'est le problème. C'est pour ça que beaucoup de propriétaires ne seront pas
sans doute en mesure de pouvoir financer. Le financement peut se faire aussi avec des aides au financement pour les copropriétés, mais c'est un gros problème. C'est lourd pour les syndics, en tout cas. Une petite question, Elisabeth, et par rapport à ce qu'a Oui. dit Dimitri. Moi, je pensais que la question du DPE, elle était pour tout le monde. Et Dimitri, vous avez commencé par dire, bah, finalement, la question du DPE, finalement, de ne pas pouvoir louer une location saisonnière si elle est en DPEG, c'est la, ou alors j'ai mal compris, c'est la mairie qui décide de C'est la l'appliquer. mairie, oui. Mais pour l'instant, le flou est complet. Là. En ce moment, on ne sait même pas qui La fait quoi, position de la comment. mairie. Ben, la position de la mairie, sur toutes nos mairies, pour l'instant, on ne connaît pas encore, pour l'instant. Il n'y a rien Donc, qui a. mais Elisabeth a Il n'y a eu raison. aucune délibération là-dessus, hein, en tout cas. Elisabeth a raison. Si jamais les pouvoirs publics, par exemple, disent à Airbnb en faisant pression, dites donc, On il y vous a un autre impose. moyen de contrôle aussi, et vous C'est allez ça. demander pour accepter les annonces qu'on vous fournisse le DPE, bah là, ça sera, même si la mairie ne le demande pas, ça va être compliqué de passer par les plateformes. Donc, Elisabeth a parfaitement raison. Ceci étant, je ne suis pas super inquiet non plus, parce qu'ils ont déjà mis des années à coopérer en matière fiscale pour transmettre les informations fiscales. Donc, le fisc leur a tordu le bras, mais là, c'était financier. Je ne suis pas sûr que Airbnb, Booking et Retail aient envie aussi de se tirer une balle dans le pied et de perdre un maximum d'annonces en se conformant à quelque chose qui n'est pas prévu par la loi finalement. Donc, je ne suis pas hyper inquiet à court terme sur la possibilité de continuer à mettre les annonces sur les plateformes. De toute façon, ça a déjà été modifié en juillet 2024 pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés sans faire de travaux. On avait un changement d'une classe. Si on était en G, on passait en F sans faire aucun travaux. Hein. Donc ça, c'était un petit coup de pouce pour éviter de faire crier les gens, je pense. Oui, parce qu'il y a quand même une question en C'était déjà un montagne. début. Il y a quand En même sachant que de toute façon, il y a trop de complications derrière pour que tout arrive comme ça sur un plateau de Mars. Il va nous falloir quelques années. Hein. Et il y a quand même une question en montagne qui est très spécifique, avec notamment le taux de propriétaires non occupants, mais aussi que les DPE actuels ne sont pas pensés par rapport à des petites surfaces en montagne. On sait qu'elles sont très très pénalisées avec des coefficients qui sont pas applicables, comme vous disiez, les ballons d'eau chaude, la répartition et tout ça, qui font que les petites surfaces construites dans les années 60 aujourd'hui, au-delà de l'isolation, font qu'elles ne pourront jamais atteindre un. Donc il y a des changements, enfin, en tout cas, il faut être alerte là-dessus aussi pour voir ce qu'on peut faire au niveau de la loi éventuellement et peut-être une application de coefficients différents en fonction de l'altitude. Nous, à notre niveau, on a déjà fait remarquer certaines remarques à nos chambres syndicales pour justement acter au Sénat de faire modifier toutes nos problématiques du territoire montagne, mais ça ne bouge pas assez vite. C'est bien le problème. Et vous, Elisabeth, en tant que gestionnaire donc d'une agence immobilière, enfin de plusieurs agences immobilières sur le territoire, est-ce que cette mise en application de la loi, vous avez vu des impacts sur votre activité aujourd'hui, des questionnements peut-être, comment vous voyez les choses justement par rapport il y à a deux schémas différents. C'est l'allocation à l'année, qu'elle soit en bas de vallée ou en station, parce qu'on a aussi besoin de loger des gens à l'année en station. Les appartements qui sont en DPE, G aujourd'hui, si le locataire est en place, eh bien, il peut rester dans les lieux sans problème. Mais dès lors qu'il y a un changement de locataire, on ne peut plus louer. On ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un bail de location. Donc, que fait le propriétaire dans ce cas-là? Donc, soit il loue plus, soit il est obligé de faire des travaux. Et s'il ne peut pas faire des travaux, il ferme son logement à l'année. Donc, ça, on le voit en bas de vallée et en station aussi. Donc, plus fréquemment en station, les gens revendent leurs appartements, ce qui est bien dommage, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en mettre des travaux ou ne veulent pas. Et puis, on a, comme vous disiez, on a aussi un parc qui est vieillissant. Donc, tous ces immeubles-là, on fait comment? Mais à la petite semaine, l'impact ne va pas être généré de la même façon. Parce que là, effectivement, on appelle les propriétaires à commencer à améliorer leurs appartements. Du moins, ça rentre dans les esprits en assemblée générale, effectivement, des copropriétés, de cette volonté de vouloir aller dans le bon sens. Mais ça va prendre du temps, pour un tas de raisons, qu'on a déjà expliqué d'ailleurs. Bien sûr.
Et vous, concrètement, si on regarde la location saisonnière, voilà, comment vous accompagnez ces propriétaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour rassurer les propriétaires aussi sur les outils qui sont à disposition, enfin, éviter l'érosion du parc, puisqu'in fine, c'est ça dont on est en train de parler, c'est de pouvoir continuer d'avoir un parc immobilier attractif sur les stations. Alors, vous avez des propriétaires qui tentent de faire des travaux individuellement dans ce qu'on appelle leur partie privative, dans les copropriétés. Ceci dit, quand vous demandez un DPE, même si vous avez fait des travaux, notre problématique aujourd'hui, c'est que comme les diagnostiqueurs font aussi l'inertie globale d'un immeuble dans leurs calculs, ça ne va pas forcément améliorer tout de suite la note. Il faudrait qu'il y ait effectivement l'ensemble de la copropriété pour améliorer la note. On a par exemple des baies vitrées qui sont changées. On rajoute des volets quand il n'y en a pas dans les copropriétés. On commence même déjà à envisager de changer le système de chauffage en station, et c'est une grosse problématique pour les immeubles qui sont au collectif fuel aujourd'hui, d'essayer de les mettre en électrique. Il y a des études, des audits qui sont faits et on n'a pas encore de retour. Il y a même une copropriété où on est en train de faire des études pour mettre du solaire, des panneaux solaires, pour aider sur le chauffage de base collectif, de manière à limiter nos factures d'électricité, qui aiderait justement dans la note du calcul, puisque à la montagne, on est énergivore, puisqu'on chauffe pratiquement 8 mois de l'année. Donc forcément, on sera plus impacté que le reste de la France. C'est le mode de calcul qui est à revoir, je pense, dans le DPE, et qui soit adapté au territoire montagne. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire que nos immeubles ne soient pas isolés. Ils sont isolés de l'époque où il y a eu les constructions. On a un chauffage de base, souvent de l'isolation extérieure pour éviter les ponts thermiques, on a des doubles toitures. Mais tout cela n'est pas suffisant parce qu'on chauffe 8 mois de l'année. Je comprends. Et c'est plus un problème après de copropriété et des syndics. Hein. oui, mais vous pouvez, en tout cas, on Mais, voit en tout cas sur le territoire on montagne. incite effectivement les propriétaires à aller dans ce sens-là. Oui. Mais sans la copropriété, individuellement, ils auront un petit peu de mal. Non, mais effectivement, on voit quand même aujourd'hui des mouvements, notamment en montagne. Je pense à des entreprises comme Level Up ou Eneos ou Abamo qui se spécialisent justement pour prendre un peu le sujet, accompagner les copropriétés, soit dans des sujets de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage sur le sujet de la réno. On voit aussi également des projets, alors je ne sais pas s'il y en a sur Valoir, mais des projets de surélévation ou d'extension qui permettent de financer aussi la rénovation énergétique. Est-ce que c'est des choses qu'on voit qui peuvent être portées comment dire, lors de l'AG, lors du jour de l'AG? Est-ce que c'est des choses qui existent? Alors, toutes ces aides pour les syndics, il faut pouvoir faire 35% d'économie, sinon vous n'y avez pas droit. Vous le savez aussi, ça. C'est un peu. Il y a cette question-là qu'il faudrait quand même revoir sur le territoire montagne. Donc, votre point, c'est qu'il y a quand même, malgré la présence on va dire, de la voix de la montagne dans la réflexion Le Meur, ces éléments n'ont pas été forcément pris en compte par rapport à des spécificités. Pas forcément pris en compte, c'est ça. Il faudrait effectivement un tour de table avec les acteurs économiques montagne. Et comment les propriétaires d'aujourd'hui qui assistent à ce webinaire peuvent peser, faire entendre leur voix? Est-ce qu'il y a des moyens de dire, nous, propriétaires en montagne, je parle de Valoir, Valmeinier, mais finalement de toutes les Alpes, de toutes les montagnes, toutes les stations. tous les massifs et Pyrénées également compris. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des possibilités, je ne sais pas, là c'est vraiment une question ouverte, de faire peser un peu la voix de ces propriétaires-là Après, il y avait eu, fut un temps, une piste
qui avait été donné, je me rappelle plus qui était cette personne d'ailleurs, c'était d'avoir un DPE montagne, mais qui soit par rapport à Paris ou la Côte d'Azur. Par exemple, FG à la montagne, ça serait du E ou du D sur des Paris ou la Côte d'Azur, parce qu'on n'a pas les normes de construction qui nous sont imposées à la montagne. Mhm. Donc, Il y a la un solution, pardon. Pardon, il Allez-y. y a un organisme, hein, enfin le côté pour faire entendre sa voix. Bon, on a l'Union nationale des propriétaires immobiliers, mais je suis pas sûr qu'il soit ultra en pointe sur le sujet du DPE en montagne et sur la location meublée. Mais on a aussi le SPLM, syndicat des Ouais. professionnels de la location meublée, qui prend un peu d'ampleur, qui se développe et qui, à mon avis, est une piste à creuser pour toutes les personnes qui font de la location meublée, parce que la location meublée touristique en montagne, c'est de la location meublée avant tout. Ah, mais Donc, Mhm. donc, il faut peser, il faut que les personnes adhèrent à ce genre d'organisme, justement pour faire entendre leur voix, hein, si on va dans ce sens-là. Parce que si on fait chacun dans son coin, je veux dire, Madame Lemeur, c'est pas une professionnelle de l'immobilier, on le sait très bien, hein. Maintenant, elle a été nommée à l'ADNA, elle a un super poste, elle fait des posts LinkedIn sur Internet. Mais je ne sais pas trop ce qu'elle fait d'autre. Et bon, elle a été nommée députée, donc très bien. Mais on a pris quelqu'un qui foncièrement n'était pas dans le domaine de l'immobilier pour faire ça. Quant aux autres députés qui ont porté la loi dite Le Meur, par exemple, député basque, Esquinazi ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr qu'à Bayonne, on ait les mêmes problématiques qu'à c'est Valois ça. en termes de DPE. Donc forcément, euh, voilà, on se trouve avec des lois qui sont pas adaptées ou qui Pour n'ont le pas pris territoire. en compte certaines considérations. De la même Mm. façon que dans la loi Le Meur, ils n'ont pas consulté certains de mes confrères je pense à l'un d'entre eux en particulier, qui rigolait en disant « Je ne comprends pas pourquoi on ne me consulte pas, moi, professionnel, des règles de l'allocation meublée fiscale pour élaborer une loi qui contient des dispositifs fiscaux. » Ben non, Mhm. tout ça n'est pas concocté par des gens qui sont en prise avec la réalité, ce qui nous donne des DPE qui sont les mêmes partout sur les territoires en France, alors que c'est manifestement pas le même climat et qu'avec des choses des règles de calcul, parce que le logiciel de calcul, il est imposé, hein, tous les diagnostiqueurs, Ça. qui est modifié incessamment Mhm. et qui donne des trucs absurdes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de gens qui fassent le lien entre la réalité du terrain et l'élaboration des mesures. Je vous rejoins parfaitement, Dimitri, là-dessus. Peut-être, Concrète, peut-être pardon. juste parce qu'il nous reste, ouais, juste, Oui. sauf si tu avais une question spécifique sur ce point-là, Thomas. Euh, Peut-être juste là pour les propriétaires qui sont autour de la table et qui vont pas changer les lois d'ici Non. demain matin, leur rappeler que il y a effectivement cet enjeu de rénovation énergétique qui est complexe, qui est apporté à l'échelle de la copropriété, qui s'inscrit tout de même dans un travail à faire, je pense, au niveau des stations de montagne qui a été engagé par les pouvoirs publics de la transition. Que rénover énergétiquement les bâtiments, c'est aussi faire des gains économiques pour chauffer moins cher. Et que dans un écosystème où on dépend de l'impact du changement climatique, il y a forcément une petite sensibilité, à mon avis, à ce genre d'enjeu. Je ne remets pas en cause les capacités financières et organisationnelles que ça nécessite. Vous dire aussi, Thomas l'a pas dit parce qu'il est là en tant qu'animateur, mais que dans le cadre de la politique mobile et loisirs, on a déployé quelques outils ou en tout cas on a essayé d'appuyer les propriétaires dans justement cette organisation pour essayer de pousser les choses au niveau des syndics pour rénover les copros. Euh, Thomas est aussi missionné pour accompagner des propriétaires dans leurs travaux quand il s'agit de mettre en place. Et que dans tous les cas, on a une série de conseillers ou de personnes qui peuvent assister les propriétaires pour réfléchir à ces questions-là. C'est un poil plus concret. J'entends la colère des professionnels. Il y a pas de. Effectivement, il y a des choses qui sont adaptées, mais dans le cadre actuel, il y a peut-être aussi des propositions à apporter, des solutions un tout petit peu plus concrètes à apporter. Voilà, je voulais juste
Merci Anne. On va passer effectivement aux questions-réponses qui peut-être apporteront des applications très concrètes de tous les jours, mais voilà, ça a permis déjà d'avoir une vision un peu globale du sujet. On a une première question, enfin un premier sujet abordé par Louis Perrin. Alors pardon, désolé, je fais un petit pas de côté. Avant de lire la question de Louis Perrin, si vous souhaitez poser votre question live, je pense avoir autorisé l'ouverture des microphones et des caméras. Donc vous pouvez, il y a un petit icône en haut, lever la main, et vous pouvez effectivement lever la main pour poser votre question en live. Sinon, vous pouvez aussi la poser dans le chat qui est accessible via la petite bulle. Donc, première question de Louis Perrin qui dit concernant la loi Le Meur, notamment sur le règlement de copro, j'ai vu que l'avocat Xavier Demezois a évoqué qu'il y aurait sûrement des éléments intéressants au niveau constitutionnel pour changer les choses sur son post LinkedIn. Avez-vous des infos à ce sujet? Et je pense que la question est adressée à Dimitri. Oui, effectivement, je connais mon confrère de Meuzois qui fait beaucoup de contentieux sur la location courte durée, principalement à Paris, mais aussi à Lyon et dans d'autres communes, hein, bien sûr. Il avait évoqué cette question, puisque, si je m'en souviens bien, à l'occasion du vote d'une loi précédente, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une disposition un peu similaire sur la majorité pour restreindre les droits des copropriétaires. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'à l'occasion du vote de la loi, la loi n'ait pas été déférée au Conseil constitutionnel sur ce point. Donc, très concrètement, il va falloir désormais attendre pour voir si ça serait validé au niveau constitutionnel, ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui suppose qu'un propriétaire mécontent à qui serait imposé ce genre de décision face à un recours de cette nature. Donc, ça va pas, on n'aura pas de réponse très concrète avant plusieurs années, je pense. Bon, il ne faut pas trop compter là-dessus. Moi, j'ai plutôt tendance à dire à mes clients, soyez proactifs si vous avez des problématiques de règlement de copropriété et essayez d'engager le dialogue pour expliquer à vos voisins pourquoi c'est pas non plus ce qu'on voit toujours à la télé ou dans les journaux, à savoir des voyageurs avec des valises partout, etc. Que ça, c'est aussi parfois très intéressant d'avoir quelqu'un qui justement vient régulièrement dans l'immeuble pour faire le check-in, le check-out, le nettoyage, ce qui permet de surveiller un petit peu ce qui se passe dans l'immeuble, de voir s'il n'y a pas de problème de détérioration, de squat, etc. Bon, donc il faut toujours mettre en avant le côté positif des choses. Et dans les locations meublées courte durée maintenant, on a des dispositifs en plus qui permettent, par exemple, de surveiller l'intensité du bruit. Donc, je ne vais pas faire de pub en citant des marques, mais très clairement, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et j'invite les loueurs en courte durée à être proactifs au sein de leur copropriété pour expliquer leur activité et pour expliquer justement, pour mieux la faire comprendre et faire comprendre que ce n'est pas ce qu'on voit tout le temps. Oui, c'est ils vont dégrader le logement, ils vont faire du bruit, ils vont ceci, ils vont cela. C'est pas ça la location meublée courte durée. Ça, c'est qu'une toute petite fraction, mais c'est toujours ce qui est évidemment mis en avant dans les médias. Oui, et là, c'est des réflexes qui sont, enfin, des remontées qu'on a énormément en ville, qui concernent la location saisonnière, Paris, Lyon, Marseille. Quand on a 80% du parc qui est en résidence secondaire, les stations aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que le parc soit mis en location. Tout le monde, parce que le propriétaire qui ne met pas en location, la station a moins de retombées et on a un parc qui s'érode. Et donc, je veux dire, il y a moins ces problématiques de cohabitation. Elles existent, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles sont moins fréquentes que dans les villes. Donc, on a moins peur aujourd'hui en station. Et quand je dis station, c'est aussi, ça peut être la Baule, ça peut être la Grande Motte, ça peut être, c'est pas que de la montagne, hein, on parle de stations touristiques. Mais en tout cas, c'est très présent dans les stations de montagne. Et donc, effectivement, l'idée, c'est pas tant d'avoir peur, c'est surtout de permettre de continuer de louer. Parce que quand on a 80% du parc qui est en résidence secondaire et une grosse partie, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais entre 60 et 80% sur certaines stations qui est danger, il faut qu'on puisse continuer c'est la survie des stations qui est clairement en jeu. Donc aujourd'hui, comment on peut, entre guillemets, connaître les règles du jeu si elles ont évolué, puisque si la mairie doit les appliquer ou pas, c'est surtout ça qu'il va falloir veiller dans des stations comme Valloires, Valménier, finalement, de savoir quelles sont les règles du jeu appliquées. Et
comment, entre guillemets, faire avec ces règles du jeu. J'avais entendu notamment, Dimitri, qu'on pouvait, si on inscrivait le projet de réglementation, enfin de rénovation énergétique, on pouvait, entre guillemets, potentiellement, puisqu'il y a cette difficulté de décision dans une copro en montagne, si le propriétaire en tant que tel inscrit le projet, est-ce qu'il n'y a pas une manière de prolonger ou S'il y a des aménagements qui devaient être votés, il y a une première proposition de loi qui a été rejetée il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, à l'Assemblée ou au Sénat. Il y a une nouvelle proposition qui va revenir, si je ne dis pas de bêtises, en avril, pour des aménagements justement dans les copropriétés au regard des règles du DPE. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer, mais effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je disais, la possibilité de prouver qu'on a bien voulu faire tout le nécessaire, mais qu'on ne peut pas, soit pour des raisons juridiques, la copro s'y oppose, etc., soit pour des raisons purement matérielles. Et dans ce cas-là, il y aura des possibilités de louer malgré une note défavorable. D'accord? Mais justement, il y a une première tentative de vote d'une loi qui viendrait clarifier aussi, notamment l'application de la loi dans le temps au regard des baux en cours, des renouvellements, etc., parce que ça reste encore un peu nébuleux sur certains aspects. Et il est probable que dans les 2-3 mois qui viennent, on ait de nouveau cette proposition qui revienne et qui nous aidera à y voir plus clair. Sans parler évidemment, à mon avis, de décrets d'application qui vont arriver sur la loi Le Meur. Parce qu'il y a des dispositions, on ne sait pas comment ça fonctionne concrètement. Et malheureusement, tout ça est de plus en plus complexe. Donc c'est à suivre, bien sûr. Alors, on a un commentaire de Sylvie Rabanne qui dit: est-ce qu'il serait possible que ou qu'on contacte les syndics sur Valloire-Valmeinier pour leur donner les supports infos et sensibiliser les copropriétaires lors des prochaines réunions copro de mars-avril et toute l'année 2025 sur la nécessité de faire des diagnostics globaux et leur copropriété? Anne, je te laisserai peut-être rebondir sur cette question parce qu'il me semble que les syndics font partie de la comité de pilotage ou comité technique, ou pas tous, ou je sais. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, on n'est pas tous les syndics. On a essayé de les contacter là récemment. On les a invités à des réunions. Nous, on est très preneurs, justement, de mettre un pied dans la porte dans ces réunions de copropriété pour pousser ces sujets-là. Et si on peut s'associer aux propriétaires qui sont sensibilisés, ce sera d'autant plus facile. Mais on est justement en recherche d'opportunités pour venir porter ce discours-là dans les copros. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous donner la date, nous sensibiliser, etc., pour qu'on puisse pénétrer ces assemblées le plus possible. Et transmettre les informations, l'actualité des refuges du loueur aussi aux différents syndics pour qu'ils puissent être transmis aux propriétaires. C'est déjà fait. Oui, c'est une démarche qu'on a entreprise. C'est obligatoire. Les syndics doivent intégrer la question pluriannuelle de travaux dans toutes leurs PV, dans toutes les convocations là maintenant. Oui, le PPT, oui. Mais il faut commencer par un audit global de la copropriété pour savoir qu'est-ce qu'on va décider comme travaux. Donc, c'est pour ça que ça va être assez long. Il y a, je sais qu'il existe en tout cas en Tarentaise un dispositif qui s'appelle Coach Rénov, qui vise justement à faire de l'AMO sur cet avant-projet. Peut-être que des choses peuvent naître et évoluer sur la Maurienne. Mais c'est déjà en place. Hein. C'est le même dispositif que Coach Rénov. Il y en a, ça existe. Ouais, Hygiène aux âgés, commence déjà à intégrer psychologiquement les peut-être qu'on peut en parler alors. Ouais. Peut-être que c'est justement en parler. Est-ce que vous connaissez les dispositifs qui peuvent être sollicités? Eh bien, vous avez les organismes comme Eneos, par exemple, qui viennent très souvent, puis l'ASDER aussi, qui se présentent dans les copropriétés pour informer. Mais bon, il faut déjà avoir un audit pour pouvoir discuter de choses plus sérieuses sur une copropriété. Oui, mais je sais que Coach Rénov intervient vraiment sur l'audit, donc sur la partie même avant Eneos et l'ASDER. Donc, je ne sais pas s'il existait peut-être un dispositif comme ça. Pardon, on avait une autre question. Alors, bonjour et merci pour l'ensemble des informations. Une question d'Olivier concernant le plafond. Concernant le plafond de 15 000 € au régime BIC, nous parlons bien du seuil qui était de 23 000 € les années précédentes? Non. Non, ça n'a rien à voir. Les 23 000 € en location meublée courte durée, c'est un seuil qui est prévu par le Code de la sécurité sociale et qui oblige les loueurs
qui font plus de 23 000 € de location meublée touristique à l'année à s'affilier à l'URSSAF. Il y a une petite exception qui revient sur le terrain, je ne sais pas pourquoi, qui est que les loueurs en meublé qui confient leurs biens à une agence immobilière possédant la carte G sont exemptés, enfin, c'est la réponse Pelois qui date d'au moins 4 ou 5 ans, sont exemptés de l'affiliation et de cotisation sociale. Pour ma part, j'avais lu que l'URSSAF prenait plus en compte cette réponse Pelois et que donc le seuil des 23 000, il s'appliquait à tous les loueurs meublés en courte durée. Mais on voit bien que ça, c'est une question purement affiliation ou non à l'URSSAF qui n'a rien à voir avec le seuil du micro BIC pour la fiscalité. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé le moyen de nous mettre des seuils à tous les niveaux qui deviennent complètement, absolument délirants. On n'a pas les mêmes seuils sur le classement. Donc, effectivement, j'ai vu dans le chat que quelqu'un disait faites classer pour bénéficier d'un seuil micro BIC beaucoup plus important. Et oui, c'est effectivement la solution. Si vous voulez rester en micro BIC, bien sûr, d'accord. Mais voilà, on a plein de seuils différents. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le seuil des 15 000, c'est un seuil qui vous oblige à passer au réel, c'est-à-dire aux bénéfices industriels et commerciaux réels et non plus au micro BIC, si vous dépassez ces 15, sauf exception du classement. Rien à voir avec les 23 000. Vous pouvez très bien être en micro BIC, non, vous pouvez plus, si vous pouvez être en micro BIC parce que vous êtes classé, mais être quand même affilié à l'URSSAF parce que vous faites plus de 23 000 € de location meublée par an. Tout ça, c'est pas simple. Hein. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit mot. Voilà, pour rester au courant, vous pouvez rejoindre ce que je fais moi chaque semaine, c'est-à-dire un podcast qui s'appelle Le droit d'investir. Mais voilà, je ferme cette petite parenthèse. Et tout ça, en plus, les seuils changent d'année en année. D'accord, puisqu'il y a eu 3 lois quand même successives sur le montant des revenus meublés. Et sans compter le psychodrame de 2023 où les députés avaient voté par erreur une augmentation jusqu'à 91% dans les zones non tendues du de l'abattement micro BIC pour les logements classés. Bref, ils ont quand même fait un peu n'importe quoi ces derniers temps. Et là, ce qui est clarifié à court terme, c'est si vous dépassez 15 000 et que vous n'êtes pas classé, vous devez passer au réel. Voilà, pour la location meublée de courte durée. Il y a quand même un sujet. Pardon? J'allais dire que sur ce point-là très précis, le prochain webinaire, Thomas, sera dédié à la fiscalité avec notre partenaire. Donc voilà, suivez les informations, on vous tiendra informé. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas très simple. Exactement, il y a un autre sujet sur la fiscalité qui est un des volets importants. Il me semble, c'est la réduction de l'abattement de 71 à 50%. Alors, je sais qu'on n'avait pas le temps de tout couvrir, mais il me semble que c'est un des points majeurs aussi de cette évolution. C'est qu'effectivement, on peut moins déduire, même si on est classé et tout ça, la réduction de l'abattement est limitée maintenant. Tout à fait, et tout à fait. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ils ont imposé de nouvelles contraintes qui pèsent lourdement sur vos territoires, par exemple sur le DPE, et que dans le même temps, au lieu d'inciter les gens et de leur donner plus de moyens financiers, par exemple pour rénover, ils ont alourdi la fiscalité. Et tout ça vient un petit peu s'entrechoquer. Bon, malheureusement, on doit faire avec. On n'a pas trop le choix. Et j'ai tendance à conseiller à beaucoup de mes clients maintenant qui font de l'investissement immobilier. Alors, ça ne concerne pas les propriétaires actuels, mais pour les nouveaux investisseurs, moi, la tendance que je vois pour 2025, 2026, 2027, c'est plutôt de l'achat en SCI à l'IS, même pour faire la location meublée en courte durée. Il y a d'autres conséquences fiscales à la revente, mais comme ils viennent en plus de changer l'imposition des plus-values pour les loueurs meublés en nom propre, disons que la SCI revient un petit peu sur le plan de la fiscalité des plus-values, elle devient moins pénalisante. Tout ça sont des sujets beaucoup plus globaux, mais voilà, il faut, soyez conscients, vous qui nous écoutez, que les sujets de fiscalité vont continuer à évoluer en 2025 et 2026. C'est à peu près immanquable. Dans tous les cas, un des enseignements principaux qu'on a aujourd'hui, c'est que la première réflexe, c'est de faire classer son bien. Ah oui, c'est impératif. Oui. Si vous voulez être au micro, si vous voulez être
au réel, ça ne présente pas d'intérêt majeur. D'accord. Enfin, Mais sauf si dans la Elisabeth. dynamique, en tout cas, pour faire porter la voix aussi de la location saisonnière, le fait de montrer des chiffres réels sur les biens classés et l'état du parc permet d'avoir une meilleure vision, je pense, parce que c'était quand même c'est quand même un des problèmes aujourd'hui qu'on a, c'est le manque de visibilité sur les chiffres réels du meublé de tourisme versus les locations saisonnières sur l'ensemble du territoire. Je reprends les questions, pardon. On a une résidence je crois, madame ou monsieur Chalère. Bonjour, les résidences de tourisme sont-elles concernées par la loi Le Meur? Ça rejoint justement le fait qu'il y ait beaucoup de, Tout tu le me monde dis, est concerné. Elisabeth. Tout le Pardon? monde est concerné par la loi Le Meur, y compris les résidences de tourisme, qui ne sont pas forcément très bien classées, ceci dit. Ouais. Et Pourtant, elles sont aujourd'hui, récentes. Hein. ouais, C'est des immeubles qui ont moins de 20 ans. ok. Donc, il faut que, de toute manière, de toute façon, ils sont un peu plus classés. Enfin, je ne sais pas exactement. Il y a quand même des réflexes qui sont faits par les opérateurs de location de résidences de tourisme qui permettent de rester en exploitation, j'imagine. Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Peut-on, alors, on parlait de nous inviter aux réunions de copro. Je rejoins ce que disait Anne, tout à fait. On serait ravis de présenter. Les seuils de revenus fonciers pour location meublée touristique et location meublée sont-ils distincts? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais Non, non. c'est encore des questions complexes parce que ça rejoint le statut du loueur meublé. On a un statut de loueur meublé non professionnel et un statut de loueur meublé professionnel. On peut très bien, parce qu'on fait de la location meublée courte durée, qui est notre sujet, être assujetti à l'URSSAF parce qu'on dépasse 23 000 euros, mais être sous un statut loueur meublé non professionnel parce que le montant des locations meublées reste inférieur aux revenus d'activité du foyer fiscal. Donc là, quand je lis la question, les seuils de revenus fonciers, alors ce n'est pas des revenus fonciers. Hein. Si vous faites de la location meublée, qu'elle soit touristique ou pas, oubliez le mot revenu foncier. Les revenus fonciers, c'est pour la location nue. Là, vous êtes dans des revenus bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Et donc, quand on me dit est-ce qu'ils sont distincts? Est-ce qu'ils sont distincts? Pourquoi? Et si c'est est-ce qu'on calcule de l'URSSAF uniquement sur la location meublée courte durée et pas sur la location meublée longue durée à l'année, j'ai tendance à dire que oui, mais il faudrait que l'expert comptable soit en mesure de distinguer les deux activités. Si c'est maintenant pour des questions, par exemple, de TVA avec de la para-hôtellerie, qui sont des questions qui vont arriver très vite, hein, ça va concerner de plus en plus de monde. Là, on se pose même la question de savoir si on va devoir appliquer de la TVA sur l'ensemble des séjours, qu'ils soient parce que certains sont inférieurs à une semaine, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs à une semaine. Donc, quand je vois cette question, je dois dire que je ne peux pas répondre plus que ça. Je ne sais pas quel est le champ exact de la question en réalité. Pour information, dans le replay et en diffusion sur le site du refuge du loueur, on mettra les coordonnées des personnes qui sont intervenues, qui pourront vous contacter si besoin de conseils supplémentaires sur les sujets. Oui, n'hésitez Question, pas, c'est mon activité principale. Je suis avocat, investisseur, conseil pour investisseurs. Je ne fais que ça. question de Sébastien Garçon. Peut-on s'attendre à une future dévalorisation de nos biens avec une DPE qui sera de plus en plus contraignante? Là, c'est plutôt Elisabeth. Pour l'instant, le DPE, même s'il est FG, ne nous empêche pas ni de louer ni de vendre les appartements. Ça n'a aucun impact pour l'instant. On sait tous que de toute façon, c'est appelé à être modifié et à évoluer. Toutes ces règles, elles vont aller dans le bon sens, mais ça va prendre du temps, mais ça va évoluer. Et puis, il y a aussi le fait que vous soyez dans des mairies très concernées par l'activité touristique qui n'ont donc pas intérêt à appliquer, à avoir le pouvoir de décision sur le sujet. Et voilà. Et d'ailleurs, nous, on le voit. Alors, Phase B, on travaille partout en France et beaucoup dans les Alpes. Et on le voit aujourd'hui que les stations dynamiques aujourd'hui continuent de gagner en attractivité. Alors oui, on vient acheter plus de la neige sur certaines stations de très haute altitude, mais Valloires, Valménier font partie des stations attractives aujourd'hui, bien positionnées sur ce sujet. Donc on constate en tout cas une attractivité qui ne descend pas sur ces biens-là. C'est ça. Exactement. Alors, il y a d'autres territoires où effectivement, ça entraîne une dévalorisation, mais pas sur, à mon avis, les vôtres, où de toute façon, les possibilités de construction ne sont pas infinies.
Donc, il n'y a pas de foncier ou très peu disponible quand même dans pas mal de communes. Et du coup, bah, les prix ne sont pas tellement impactés par ça. Par contre, il y aura d'autres territoires où, oui, là, pour le coup, et c'est plus large, le DPE permet de négocier des rabais sur les prix, c'est clair. Mais pas sur notre sujet du Pas jour, sur la montagne. pas sur la montagne, exactement. Il y avait une petite précision qui peut être intéressante de connaître pour les propriétaires, c'est justement par rapport à la para-hôtellerie et les cas de service qui fait que justement on passe d'un service para-hôtelier ou pas. Est-ce que vous pourriez revenir dessus concrètement? Il y a l'histoire des petits déjeuners, des ménages, voilà, peut-être. Ouais, en 2 minutes alors. 4 services sur la part. Non, mais j'ai encore du temps, mais c'est pour les personnes qui nous suivent. Donc, il y a 4 services de para-hôtellerie. L'accueil, même non personnalisé de la clientèle, le petit déjeuner, le ménage et le linge. Jusqu'à août 2024, il était difficile d'être para-hôtelier puisque vous cochiez toujours l'accueil des clients, même non personnalisé. Mais par contre, il fallait faire le ménage pendant le cours du séjour des occupants et il fallait également changer le linge pendant le cours du séjour des occupants. Et quant au petit déjeuner, il était rare qu'on apporte le petit déjeuner ou qu'on fournisse le petit déjeuner. Dans les gîtes et chambres d'hôtes, où il y a souvent des salles communes pour les petits déjeuners, là, ce critère était souvent coché en revanche. Depuis cette modification d'août 2024, on a une remarque dans le bulletin officiel des impôts finances publiques, le fameux BOFIP, qui dit que désormais, pour les séjours inférieurs à une semaine, si vous nettoyez avant l'arrivée du prochain occupant, ce que j'espère quand même, vous cochez le critère. Et si vous changez le linge avant l'arrivée du prochain occupant, ce que là, j'espère encore plus, vous cochez ce critère. Donc, accueil non personnalisé, un critère pour des séjours de moins d'une semaine, et là, je pense qu'ils ont mis à dessein moins d'une semaine, puisqu'à la montagne, c'est normalement des séjours d'une semaine. D'accord? Donc, pour des séjours de moins d'une semaine, si vous changez le linge, vous cochez le deuxième critère avant l'arrivée du prochain occupant. Et toujours pour des séjours de moins d'une semaine, si vous nettoyez avant l'arrivée du prochain occupant, ce qui est le cas aussi, vous cochez 3 critères sur 4 et vous passez sous un statut de para-hôtelier. C'est l'état actuel de la loi positive. Il y a un recours qui a été engagé contre cette modification administrative au BOFIP, puisque c'est ni une loi ni un décret, ce qui veut dire que hors station de montagne, l'immense majorité des loueurs courte durée qui font des séjours de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, vont passer sur un statut de para-hôtelier avec pour conséquence première l'application potentielle de la TVA et le psychodrame des seuils de la TVA actuelle. Et là, je n'aurai pas le temps de développer. Merci Dimitri. Avant de clore ce webinaire, est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Je ne vois pas de main levée ni de questions sur le chat. Anne, est-ce que tu veux clore le sujet? J'allais juste redire, donc du coup, merci beaucoup. Ce sont des méandres dans lesquels il est bon d'être accompagné. Et à ce titre, effectivement, vos contacts seront précieux et j'appuie sur le fait que dans le refuge du loueur, on a nous aussi, enfin, on a aussi des professionnels de la fiscalité, des accompagnants, des gens qui peuvent répondre, en tout cas, à un premier niveau d'intervention, de questions sur tout ce dont on vient de parler. Ces conseils sont faits pour être usés et abusés. Voilà. Merci beaucoup, merci Elisabeth, merci Dimitri, merci à tous pour votre participation. Donc je rappelle, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la plateforme Le Refuge du Loueur. Vous avez l'adresse dans le chat. Je vous ai également transmis un email si vous avez des questions, suggestions par rapport au rôle du Refuge du Loueur. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. La date n'est pas, non, pas le mois prochain, enfin avril ou mai. La date est à finaliser justement sur le prochain webinaire sur le thème de la fiscalité et on parlera vraiment principalement que de ça, donc on aura le temps d'aller un peu plus dans le détail de ce sujet-là. Merci à tous et bon appétit, bonne journée. C'était un plaisir de participer. Voilà. N'hésitez pas à me taper dans Google si vous avez besoin
de me contacter. Vous me trouverez très facilement. Et peut-être à bientôt, Elisabeth, qui sait. À bientôt, Dimitri. Il n'y a pas de souci. En station. Merci, bien volontiers. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup et bonne fin de saison à tout le monde.